cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, nous sommes le lundi 8 septembre 2025. C'est votre émission Le Monde en 52 minutes. Bonjour. Le Cameroun, la Russie, la Chine et, si le temps le permet, les États-Unis seront décryptés ce matin, cet après-midi, sur votre émission Le Monde en 52 minutes. J'ai avec moi Martial Akwete, analyste géopolitique. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à nos téléspectateurs. En face de Martial, Yann Collins, il est journaliste et écrivain. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Nous démarrons par le Cameroun. Pendant la campagne présidentielle, toutes les émissions politiques seront suspendues au niveau des médias. À partir du 27 septembre, le Conseil national de la communication demande aux médias de suspendre toute émission politique. Yann. Une mesure qui est diversement appréciée, comme on l'a pu le constater. Certains se demandent si le fait de suspendre la campagne, qu'est-ce que ça apporte en plus à la transparence électorale. Surtout que des émissions comme des émissions de débat, de décryptage tous les dimanches sur les télévisions sont assez suivies. Et de mon point de vue, les plateaux sont pour la plupart suffisamment équilibrés pour qu'on parle de suspension d'émissions. Donc je vois là une démarche à laquelle on est habitué, une démarche de personnes qui se prennent pour ce qu'elles ne sont pas, qui créent des lois qui n'ont pas lieu d'être et qui joue à se faire peur dans un contexte où voilà, le climat ne s'y prête pas vraiment. Donc en un mot, ce sont des lois déplacées, ce sont des lois qui n'ont pas lieu d'être, ce sont des lois qui continuent à entretenir inutilement une ambiance chrysogène, un climat de peur, un climat d'anxiété, un climat qui n'a pas lieu d'être. Les élections sont programmées, que le jeu se fasse et qu'on laisse faire les choses. Alors, il parle de loi. Pendant ce temps, le président du dit conseil a tenu à rappeler que c'est une exigence de la loi, justement, qui permet à ce que les émissions politiques et les débats soient suspendus pendant cette période. Oui, justement, la question aujourd'hui n'est pas de remettre en cause forcément la décision qui se prend, parce que la décision qui se prend est basée fondamentalement sous une loi. Et s'il y a quelque chose à dégriller, évidemment, c'est depuis le moment de l'adoption de cette loi. Maintenant, revenant sur la nécessité ou l'importance de mettre en vigueur, c'est de l'appliquer cette loi au moment des élections. C'est là que se trouve tout le débat. Quand on sait que très souvent à l'approche des élections dans les États africains, les médias se retrouvent dans une situation compliquée selon
le contexte dans lequel on se retrouve, on se dit, mais est-ce que ce n'est pas encore l'occasion de manœuvres qui vont entacher la transparence, la fiabilité de l'élection, et les avis sont partagés de part et d'autre. Mais quand on voit l'esprit, je n'ai pas lu profondément la loi, mais si nous allons profondément dans cette loi qui a été établie, il est certainement question d'une problématique de régulation liée aux élections, puisque il y a une suspension de seulement 2 semaines. Je pense que 2 semaines, ça ne va pas remettre fondamentalement en cause tout le travail qui serait fait du point de vue électoral, mais c'est d'observer et d'attendre de voir comment est-ce que cela va se dérouler. Et je pense que la patience observée ne va pas remettre en cause beaucoup de choses. C'est ce que je pense. Alors, vous êtes journaliste, hein, et la présidente du syndicat national des journalistes du Cameroun estime que cette décision est très mal perçue en ce moment. Oui, avant d'être très mal perçu, avant d'en arriver là, il faut quand même préciser pour l'entendement que j'ai de cette loi, sauf si je me trompe, qu'il s'agit, pour ceux qui ont institué la loi, de réguler l'accès aux médias pendant la période des campagnes, de s'assurer que tous les candidats auront un même temps d'antenne pour parler assez trivialement. Et donc, je le dis et j'insiste, avoir des émissions comme celles qu'on demande de suspendre, ces émissions ne sont pas de nature à enfreindre ces lois. À partir du moment où on a des plateaux sur lesquels tous les candidats peuvent être représentés et donc voilà que le temps d'antenne peut être sauvegardé. Donc une fois encore, l'esprit de la loi est violé et donc ces dispositions me paraissent particulièrement hors la loi, pour ne pas dire hors contexte. Et encore, ne se trompons pas, nous vivons aujourd'hui dans un monde où, aujourd'hui, avec l'explosion des médias sur les réseaux sociaux et autres, les contrôles sont de plus en plus on va dire naïfs, les contrôles sont de plus en plus inefficaces, les contrôles sont de plus en plus inopérants. Et donc, prendre de telles lois contribue malheureusement ou heureusement à dévier les lecteurs vers les réseaux sociaux qui, eux, sont de moins en moins régulés, de plus en plus accessibles. Et demain, il ne faudra pas qu'on se tourne de ce que les influenceurs jouent le rôle du journaliste à la place du journaliste. Ce serait justement du fait de ces lois qui, à vouloir trop encadrer, à vouloir trop réguler, finissent par rendre impossible la pratique de la profession dans les règles de l'art et finissent par ouvrir la voie pour que n'importe qui se présente comme journaliste et se mettre à exercer un métier dont il n'a pas appris les règles et les codes. Donc, voilà. Oui. Donc, elle a raison d'avoir une mauvaise perception de cette interdiction de suspension des médias. C'est tout ce que je viens de développer. Oui, mais est-ce que ce n'est pas aussi une façon pour les autorités camerounaises de quand même préserver le vivre ensemble quand on sait que pendant cette période-là, il y a des messages qu'on ne doit pas véhiculer quand on voit un peu l'allure que prennent les débats sur certains plateaux de télévision. Et c'est là que se trouve toute la délicatesse de l'application de cette loi. Vous savez, mon vis-à-vis a évoqué un élément très important. Il y a aujourd'hui les réseaux sociaux. Et quand ça ne va pas au niveau de la télé, ça explose sur les réseaux sociaux. Et là, on a parfois du mal à contrôler les choses. Mais c'est d'autant plus dangereux que l'on assiste à des débats aussi violents sur des chaînes nationales. Et cela crée davantage de frustration auprès de ces électeurs-là, ce qui justifierait probablement la mise en application de cette loi. Maintenant, c'est d'accepter là, c'est de prendre le risque et de supporter les conséquences, que ce soit la décision de suspendre les médias nationaux, que de laisser les réseaux sociaux s'occuper de la chose. Et là, nous avons vu que les autorités camerounaises ont clairement fait leur choix. Maintenant, à eux de suivre, de mesurer les conséquences. Je pense qu'ils ont davantage les moyens pour mesurer les conséquences des décisions qu'ils prennent plus que nous qui sommes ici. Donc, c'est une décision qui a été certainement bien pensée, bien que l'on puisse émettre suffisamment de réserves. Alors, en tant que journaliste, certains estiment que ces émissions permettent quand même de veiller au pluralisme politique qu'il y a au niveau du Cameroun. Et d'un côté également, il y a le Conseil national de la communication qui a parlé d'égalité et d'équité. Alors, moi, je me pose la question de savoir, est-ce que ce n'est pas quand même un anti-jeu? C'est une chose certaine, ce genre de dispositif contribue à, malheureusement, excusez,
infantiliser la profession, donner le sentiment que les professionnels des médias ne savent pas tellement faire leur travail, qu'il faudrait, dans des périodes comme celle-là, mettre des cadres, mettre des garde-fous pour éviter des dérapages. Et ce n'est pas l'image pour les téléspectateurs qu'on a du niveau du professionnalisme des journalistes camerounais. Ils ne sont pas à leur première couverture d'élection présidentielle et qui ne nous souvient pas... Mais les présidentielles ne se ressemblent pas. La présidentielle 2018 est différente de celle de 2025. Il n'y a pas eu de dérapage majeur sur les plateaux de télévision. Pourquoi voudrait-on qu'il y en ait aujourd'hui? Et donc, voilà, de mon point de vue, ce sont des lois qui, comme je le dis, donnent le sentiment qu'il y a des personnes qui veulent en faire un peu trop. Et à travers cette démarche, elle envoie un message qui ne devrait pas être un message, comme je vais dire, qui contribue à crisper l'atmosphère. Un message qui contribue à donner le sentiment que tout le monde doit marcher sur des œufs. Pourquoi est-ce qu'une période de campagne électorale devrait être la période au cours de laquelle les habitudes changent du tout? Tout ça devrait être des périodes de fête. Il ne me souvient pas que pendant les périodes de fête de fin d'année, il y a des dispositions particulières à la télé parce que ce seraient des périodes sensibles au cours desquelles un pétard peut exploser dans la main d'un enfant et créer des situations que l'on ne souhaite pas. En un mot, comme en mille, je pense que les professionnels, les journalistes camerounais sont assez professionnels dans la façon d'exercer leur métier et que chacun doit rester dans son rôle pour que les moutons soient bien gardés. Alors, il y a encore quelques jours, on a vu les Nations Unies déclarer s'inquiéter sur les restrictions croissantes des espaces civiques et des libertés au niveau du Cameroun par rapport à cette présidentielle. Est-ce que cette note du CNC en est aussi une autre, c'est-à-dire une note pour restreindre les libertés? Je pense que cette note, quand elle intervient, n'intervient pas dans un contexte qui n'est pas bien défini, dans un contexte assez clair. Vous l'avez mentionné, les Nations Unies ont dénoncé davantage cela et en principe, les Camerounais ou les autorités camerounaises, quand ce sont les Nations Unies qui interviennent et qui jettent le regard par rapport à ce qui se fait, doivent normalement se ressaisir et veiller à ce que les choses se passent pour de mieux. Vous savez, quand il s'agit des élections au Cameroun et comme vous l'avez dit, les élections ne sont pas pareilles. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où les élections sont d'un grand enjeu pour l'avenir politique du Cameroun, bien qu'on puisse penser que le président Biya devrait revenir. On ne sait pas, il y a beaucoup d'incertitudes autour de la gestion de la chose politique et cela nécessite une gestion très particulière de l'arène politique et même de la communication. Et cela ne date pas d'aujourd'hui ou n'est pas le propre du Cameroun. Chaque fois quand il y a des élections qui se préparent des élections en cours en Afrique, il y a toujours ces mesures, ces restrictions qui sont observées au niveau des médias. Pas seulement parce qu'on veut remettre en cause le professionnalisme des médias, ce n'est pas forcément la raison, mais les autorités publiques estiment avoir des informations, des renseignements qui leur permettent de prendre ces mesures et de veiller à ce que les choses se déroulent pour le mieux. Ça peut être également une manœuvre, une stratégie pour intimider, pour semer la peur, qui sait certainement des desseins de ces autorités. L'on ne sait jamais, mais il faut envisager toutes les perspectives dans ce sens. Alors Yann, à côté de ça, le CNC qui sort la note, juste aussi à côté de ça, il y a le parti Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, qui a tenu une importante réunion cette semaine, le week-end écoulé du côté du Cameroun, où le parti se dit prêt quand même à soutenir le candidat de l'opposition. Alors, est-ce que vous croyez que ce sera chose possible quand on connaît un peu l'arène politique camerounaise avec tout ce que nous avons comme faucon au niveau de l'opposition camerounaise? Avant de parler de la posture du MRC, permettez-moi de revenir un peu en arrière sur le rôle de l'ONU ou de ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la communauté internationale
pour dire que j'ai bondi de mon siège en entendant évoquer cette institution-là, qui, de mon point de vue, a pris l'habitude de jouer les gendarmes après la mort. Je suis particulièrement déçu, heurté par le rôle que la communauté internationale joue dans le processus électoral en cours au Cameroun, c'est-à-dire une communauté internationale qui ferme les yeux quand ça l'arrange, qui ferme les yeux sur le processus de désignation des candidats et qui attend que toutes les conditions soient prises en amont pour entretenir le climat de tension qu'on a aujourd'hui. Je suis particulièrement mal à l'aise que l'ONU s'invite au débat sur la façon dont les élections doivent se mener, alors que l'ONU a trouvé le moyen de se taire de façon suffisamment bruyante sur la façon dont les candidats ont été désignés. Donc, à partir de ce moment, je suis exagérément mal à l'aise de constater qu'on a aujourd'hui, comme ce que mon ami Nicolas Sarkozy, pour qui je ne cache pas mon admiration, ça coûte ça que ça va coûter, disait qu'on a une communauté internationale des discours. On a une communauté internationale qui laisse faire et qui après vient jouer aux médecins après la mort. On observe cette attitude en Côte d'Ivoire, on observe cette attitude au Cameroun et je serais particulièrement mal à l'aise qu'on me prenne les propos de la communauté internationale comme des propos qui prêtent à crédit ou qui prêtent à quoi que ce soit. Maintenant, pour revenir au MRC, je crois que son attitude est une attitude de prudence. Son attitude est une attitude, en fait, l'attitude de son leader, sans être partisan de Maurice Kamto. Est-ce qu'il est encore leader? Parce qu'il a quand même démissionné du parti, donc il n'est plus leader. Les jeux politiques, on ne va pas rentrer dans ce genre de détails. On a bien compris tout ce à quoi tout cela rimait. On sait qu'aujourd'hui, Maurice Kamto, d'une façon ou d'une autre, il est le leader de cette opposition. Au vu au sud de tous, la communauté internationale a assisté de façon effarante à la disqualification du candidat qui est quand même arrivé deuxième à la dernière élection. Est-ce qu'il ne s'est pas disqualifié lui-même? Vous dites qu'il ne faut pas rentrer dans les détails, donc on va juste survoler. Est-ce qu'il ne s'est pas disqualifié lui-même? Ce serait une extrême aberration de prétendre qu'il s'est disqualifié, parce que quand on prend le code électoral camerounais aujourd'hui, vous ne trouvez aucun article, vous ne trouvez aucun élément qui justifie la disqualification de Maurice Kamto. Donc il faut chercher ailleurs. Est-ce qu'il avait des députés? Est-ce qu'il avait des maires? Est-ce qu'il avait des conseillers? Si on s'entend sur ce plateau qu'il avait ça, donc ça veut dire qu'on l'a injustement disqualifié. Non, mais s'il n'avait pas ça, il s'est disqualifié lui-même. Entendons-nous sur une chose sur ce plateau. Le code électoral au Cameroun existe. Ceux qui ont suivi le processus électoral savent que la candidature de Maurice Kamto portée par le Manidem ne violait aucune disposition du code électoral. Il faut que ce soit clair et entendu pour tout le monde. Il était militant du Manidem? Je dis très bien. Pour revenir, le code électoral, Romain Wadani n'est pas militant du BR. De toutes les façons, et donc, on fera une autre émission. Donc, oui. Pour parler des trucs. Voilà. Et donc, je disais donc que le candidat arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle au Cameroun n'a pas été capable de se présenter aux élections de 2025 sur la base d'un code électoral dont il a respecté toutes les dispositions. Et la communauté internationale n'a trouvé rien à dire. Aujourd'hui, le débat ne consiste pas à se demander comment les élections vont se passer, mais à se demander comment Maurice Kamto se comporte dans ce processus électoral. Il y a là, de la part de ceux qui posent cette question, un aveu, je ne vais pas utiliser le mot, de ce qu'on a préparé des conditions pour entretenir une certaine contestation. Est-ce que Maurice Kamto, comme on le prévoit, va contester? C'est là toute la question, c'est là tous les enjeux, c'est là toutes les restrictions qui sont faites au niveau des médias pour ne pas permettre aux partisans de tel ou tel camp de prendre. Alors, la question aujourd'hui, au niveau du comportement de Maurice Kamto, je trouve, pour l'observateur que je suis, qu'il se comporte de la manière la plus sage qu'il soit. Il ne m'a jamais donné jusqu'à présent, il me démentira peut-être demain, le sentiment de vouloir contribuer de quelque manière que ce soit à ce qu'il y ait une crise électorale, une crise civile. Il donne le sentiment d'être quelqu'un assez soucieux de la vie de ses militants. Alors, pour finir, dites-moi, est-ce que vous croyez que le MRC pourra soutenir un candidat de l'opposition? C'est une grosse question. Ce n'est pas une simple question, parce que là, vous me demandez, est-ce que quelqu'un qui est en position de gagner les élections, qui se sent injustement retiré du processus électoral, est en position de prendre part à ces élections, quitte à soutenir un candidat? J'ai vu Ousmane Sonko agir. Je ne suis pas Maurice Kamto, je n'ai pas de conseils à lui donner. Si j'en avais, je me permettrais de dire qu'il continue de rester dans la posture de l'homme qui fera tout pour ne pas être celui par qui voilà, les choses iront en vrille. L'homme par qui aussi, qui s'est éliminé tout seul. Alors, je me retourne vers vous pour sortir du sujet camerounais.
aller aux élections avec une opposition éparpillée, une opposition dispersée avec des voix dissonantes, est-ce que c'est une bonne idée? Et quelles sont les chances de l'opposition quand on regarde un peu le rouleau compresseur que nous avons en face? Il faut dire que la réponse se trouve dans votre question, puisque vous l'avez dit, une opposition dispersée face à un rouleau compresseur tel que l'on observe, il n'y a aucune chance que cette opposition puisse faire le poids que nous retrouvons dans ce jeu électoral. Et donc, ce à quoi l'on appelle et que l'on trouve le moins probable d'arriver, c'est à ce rassemblement, à ce front uni de l'opposition, mais qui ne semble pas encore s'observer et présage fortement que les élections vont se dérouler et que les résultats qui seront issus du scrutin vont donner le parti au pouvoir gagnant. C'est une évidence. Maintenant, ce qui surprendrait, vu la période qui reste pour que ces élections se déroulent, c'est que les oppositions décident de se mettre ensemble et d'aller en front uni face aux partis en Surtout place. Surtout que c'est une élection à un tour. Hein? Voilà, justement. Mais là encore, il y a un souci. Le souci sera d'après l'élection, puisque nous nous mettons ensemble, nous réagissons comme l'on a observé en France, on fait front, on va contre le RN, mais après, qu'est-ce qui se passe? Gouvernement sur gouvernement, on n'arrive pas à gérer, tout devient difficile. C'est tout cela qu'il faudra mettre en perspective au niveau du Cameroun aujourd'hui pour pouvoir savoir concrètement si ça vaut vraiment la peine d'avoir une union assez solide et robuste de l'opposition pour aller face aux candidats d'en face. Alors, vous parlez de front uni, ça nous amène directement du côté de la Russie. Toute force occidentale positionnée en Ukraine est une cible, dixit Vladimir Poutine. La dernière réunion des alliés européens de l'Ukraine n'a pas du tout plu à Vladimir Poutine. Yann. Oui, elle n'a pas plu à Vladimir Poutine. Elle m'a laissé sur moi personnellement sur plusieurs interrogations. Je suis très interpellé par la posture, les diverses positions de quelqu'un comme le président Emmanuel Macron dans le processus de résolution de cette crise. Voilà un chef d'État qui, de mon point de vue, est en fin de mandat 2027, ce n'est pas loin, et qui donne le sentiment de vouloir, parce qu'il a perdu le gouvernail dans son propre pays, il n'est plus vraiment en chef du gouvernement, il y a comme une coalition qui ne dit pas son nom en France, et donc voilà un personnage qui fait tout pour exister au sein de la communauté internationale, quitte à vouloir à tout prix ramer à contre-courant. Je n'arrive pas à comprendre les sorties que j'appellerais les sorties de route du président Emmanuel Macron, pardon, qui de mon point de vue contribue plus à entretenir le climat actuel qu'à trouver des voies de sortie pour parvenir à une paix véritable. J'aime l'image de quelqu'un qui n'est pas dans la provocation, le mot serait fort, mais qui est dans l'excès de zèle pour exister médiatiquement. Le mot est peut-être assez fort, mais je suis désolé que les 26 en arrivent à de telles démarches parce que quand on est dans une recherche de paix et qu'on présente des attitudes des personnes qui font tout pour entretenir la guerre, on viendra me dire que qui veut la paix prépare la guerre, mais dans le contexte actuel, dans le contexte précis, est-ce que les 26 ont les moyens de pour affronter aujourd'hui la Russie? On suivait encore les informations il y a peu. Est-ce que la France particulièrement a les moyens pour aller en conflit ouvert avec la Russie? Je ne parle pas de la France actuelle, je parle du président, je vais dire le président sortant français, parce que rien ne nous dit que dans les tout prochains jours, après la rentrée, il sera encore le président de la République quand on regarde les pressions qui viennent de toutes parts et qui appellent à la démission parce que le pays est devenu ingérable du fait de la précédente dissolution dont il est l'acteur. Donc, la démarche des 26 me paraît une démarche d'orgueil, plus qu'une démarche de recherche de paix. Ça me paraît une démarche, comment on va dire, des personnes qui se sentent
en fait, qu'ils veulent se donner une légitimité qu'ils n'ont pas dans un processus qui ne leur appartient plus. Parce que constatons-le aujourd'hui de façon claire et formelle, la résolution de la crise de la guerre en Russie est le fait des gendarmes du monde, c'est le fait de Donald Trump, c'est lui qui impulse les accords, et c'est à travers le bon vouloir de Vladimir Poutine que ce qui peut se faire doit se faire. Et donc les troisièmes voies, comme celle de Vinci et autres, pour moi ce sont des voies de fauteurs de troubles, et c'est assez désolant. Alors, je me retourne vers vous, Vladimir Poutine, qui est souvent très réservé d'habitude. Alors, pourquoi est-ce que cette rencontre l'a fait sortir de ses gonds? Il faut dire, il avait déjà eu un entretien avec le président Donald Trump, qui lui à son tour a eu un entretien avec les Européens. Et vous allez entendre une seule chose à la bouche de tous ces Européens: garantie de sécurité. L'Italie prend la parole, c'est garantie de sécurité. Oui, mais est-ce qu'ils n'ont pas raison? L'Allemagne, la Grande-Bretagne, tout le monde parle de garantie de sécurité. Et donc, si vous me dites pourquoi Donald Trump doit sortir aujourd'hui, pourquoi le président Vladimir Poutine doit sortir aujourd'hui et réagir par rapport à ce comportement, c'est qu'après cette rencontre, les 26 se réunissent et envisage de mettre en place une force en termes de garantie de sécurité. Et donc, ce qui nécessite naturellement l'intervention du président Vladimir Poutine pour attirer l'attention sur le fait que, comme il a déjà fait couramment, pour attirer l'attention sur le fait que la situation dans laquelle nous nous trouvons, toute intervention européenne ou toute présence militaire européenne serait considéré comme une cible. Alors, oui, mais est-ce que ça ne cache pas des sous-entendus? Parce que lorsqu'il peut déclarer que quelle que soit la force occidentale qui sera présente au niveau de l'Ukraine, ce sera une cible légitime, est-ce qu'il n'y a pas de sous-entendu? Est-ce que cette guerre n'est pas déjà en train de se déporter totalement du côté de l'Europe? Est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché que Vladimir Poutine essaie tant bien que mal de mettre à jour? Non, pas forcément. Comme mon vis-à-vis l'a évoqué, la voix de ces 26 aujourd'hui par rapport à la résolution de ce conflit est vraiment réduite, hein, très sérieusement. Déjà, il y a des divisions à l'intérieur par rapport à la gestion de cette situation. On parle des 26, je pense que c'est le président Emmanuel Macron et le premier ministre britannique qui nourrissent davantage l'espoir de se voir constituer une garantie au niveau de l'Ukraine. Vous voyez, l'Italie l'a dit clairement qu'ils ne sont pas en mesure d'envoyer des soldats pour une quelconque sécurité de ce genre, une garantie de cette manière. Vous verrez de l'autre côté l'Allemagne également qui donne son avis, mais qui reste très réservée. Et donc, on sent que à l'intérieur même des 26, on n'est pas tout à fait d'accord, non seulement parce qu'on ne veut pas se retrouver en confrontation directe avec la Russie, parce qu'il y a déjà les conséquences de cet affrontement du point de vue des ressources énergétiques qu'on observe. Deuxièmement, nous n'avons pas suffisamment de moyens au niveau de ces Européens-là à qui Donald Trump a imposé forcément un budget de 5% à la contribution de l'OTAN, et ils se démettent pour pouvoir remplir ces conditions. Donc, pour comment s'assurer et constituer une force qui coûte énormément cher pour assurer une garantie de sécurité à l'Ukraine. Et parlant même de garantie de sécurité, rien n'a été défini de façon claire. Pour l'instant, ce n'est que des discours. Le président Donald Trump même a dit oui, les garanties de sécurité, qu'il va veiller à cela, mais pour l'instant, de façon très concrète, rien ne montre ou ne présage de ces garanties de sécurité, ce qui rend peu crédible, en tout cas pas pour l'instant, la notion de garantie de sécurité ou des modalités de cette garantie. Alors, la coalition des volontaires a quand même été claire, hein, que ce déploiement est juste une force pour assurer les troupes en Ukraine. Elle sera présente au sol, en mer et dans l'air. Mais jusque-là, la Russie n'apprécie pas. Pourquoi? La coalition peut dire ce qu'elle veut, je suis désolé, le monde est un rapport de force, mais la coalition doit se rendre à l'évidence qu'elle n'a pas voix au chapitre, que cela lui plaise ou pas. On a vu des résolutions de conflits en Afrique avec des partis en conflit pardon, qui n'étaient pas, par exemple, appelés à la table des négociations. Aujourd'hui, que la coalition veut exister est une chose, mais que le rapport de force joue en sa défaveur est une autre.
Cette réunion intervient dans un contexte qu'il faut rappeler. Le rapprochement entre Vladimir Poutine, le président chinois, et le président nord-coréen, c'est la première fois que l'on voit ces trois dirigeants ensemble. C'est au sortir de cette réunion que Vladimir Poutine hausse le ton. Ceux qui veulent lire entre les lignes arrivent à comprendre. On a aujourd'hui un monde redevenu bipolaire avec d'une part la Chine, la Russie, la Corée, de l'autre part les États-Unis et justement au milieu un troisième bloc qui essaye tant bien que mal d'exister sans moyens pour exister, sans ambition pour exister et donc comme je l'ai dit porté par un président qui s'en va lentement, sûrement vers la fin de son mandat. Donc la coalition qui demande la garantie de sécurité est peut-être dans son rôle de chercher à tout prix d'exister, mais la réalité est là, le rapport de force fait que sa voix restera inaudible de mon point de vue. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a cette chose-là qui pourrait arrêter éventuellement la Russie dans sa conquête de l'Ukraine? Non, aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui va arrêter la Russie, c'est d'abord la Russie elle-même et les États-Unis. Ce sont les deux aujourd'hui qui sont dans la voie compte le plus dans la résolution définitive de ce conflit. Et aujourd'hui, est-ce qu'il faut dire que la Russie est prête pour que cela puisse se faire? Est-ce que les États-Unis sont prêts pour que la situation puisse être réglée? Pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'il faut résoudre. Il faut dire que les États-Unis ont bien sûr ce poids dans la décision qui va mettre fin à ce conflit, mais sont également subissent également la pression de ces Européens-là qui, quand bien même on dit qu'ils n'ont pas les moyens d'influencer la décision. Oui, parce que les États-Unis seraient les États-Unis sans l'Europe. Quoi qu'on dise, hein, c'est vrai, ils sont en train de se chercher, mais sans l'Europe, est-ce que les États-Unis seraient les États-Unis? Et c'est justement la raison pour laquelle le président Donald Trump, dans tout le processus, quand vous observez, ne manque pas d'inviter les Européens, ou les Européens ne manquent pas de s'inviter pour influencer la dynamique. En fait, les Européens ne vont pas se taire, ils ne vont pas observer. Ils ne vont pas être spectateurs. Non, justement, parce qu'ils ont pris part d'une manière ou d'une autre à ce conflit. Ils ont investi dedans et doivent avoir également leur retour. Donc, qu'on n'attende pas des Européens qu'ils se calment et que tout se règle entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. Et c'est là, ce jeu-là, qui, quand vous observez bien Donald Trump, ne lui permet pas d'aller avec force et de dire, bon, là, je prends la décision, Poutine et moi, on s'entend, et puis on met fin à tout. Il y a le volet européen qui vraiment pèse dans la balance. Maintenant, il est question de savoir jusqu'à quel moment les Européens vont continuer à influencer cette décision américaine de mettre fin drastiquement à ce conflit avec le président Poutine, avec toutes les questions qui restent à définir, les garanties de sécurité, ce que les Européens doivent avoir comme retour par rapport aux investissements que ceux-ci ont fait, les prêts apportés à l'Ukraine, parce que, qu'ils vous souviennent, les Européens ont été les premiers soutiens de l'Ukraine et jusque-là montrent toujours cette solidarité face à l'Ukraine. Donc, on ne peut pas marginaliser leur avis sur toute la ligne. C'est justement la préoccupation. Journaliste que vous êtes. Je veux insister sur cette... quand vous demandez si est-ce que les États-Unis existeraient sans l'Europe. Ça me rappelait une petite boutade de Donald Trump qui répondait à un Français sur la même question en lui rappelant qu'honnêtement, la France parlerait allemand aujourd'hui si l'Amérique n'avait pas existé, pour faire allusion très maladroitement à la Seconde Guerre mondiale. Je suis plutôt d'un avis contraire sur le rôle de l'Europe dans cette crise et j'ai pris l'habitude de ne pas parler de cette crise sans faire un parallèle entre l'agression de la Russie en Ukraine et, on va dire, la guerre avec Israël et Gaza. Et je suis particulièrement séduit, entre griffes, par le comportement de la communauté internationale vis-à-vis de deux situations qui me paraissent similaires. On a là un agresseur autour duquel on multiplie des réunions et on a de l'autre côté une guerre totalement injuste autour de laquelle on
trouve le consensus pour fermer les yeux. Cette image-là, elle est effarante et elle dit le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, elle dit les rapports de force et elle dit justement l'absence d'une logique réelle dans les démarches que nous observons. Elles disent finalement ce sur quoi j'insiste, ce monde-ci, c'est un rapport de force. Et le rapport de force est tel qu'aujourd'hui, que l'Europe le veuille ou non, elle sera mise devant ses responsabilités tôt ou tard pour rester énigmatique. Justement, parlant d'énigme, là nous allons du côté de la Chine. Sur fond du défilé militaire le 3 septembre, Xi Jinping a déclaré, je cite, « La Chine est inarrêtable ». Le 3 septembre, Pékin a servi au monde entier une grandiose parade militaire. À l'issue de cette parade militaire, c'était par rapport à sa victoire sur le Japon après la Seconde Guerre mondiale. Oui, effectivement, je pense que Pékin a saisi l'occasion de cette célébration pour faire passer un message au monde entier. Premièrement, du point de vue diplomatique, du point de vue de l'ordre international qui se met en place et du point de vue de la crédibilité de la Chine aujourd'hui qui peut constamment faire le poids sur la scène internationale. C'est une célébration qui, au-delà de la mémoire, de la bravoure des Chinois, de la célébration de cette fin de la Seconde Guerre mondiale, veut permettre à la Chine de s'affirmer davantage et de dire que, bien là, depuis ces années, nous avons suffisamment avancé, nous sommes prêts aujourd'hui à aller davantage sur le front. Plus rien ne nous arrête. C'est pour affirmer non seulement une confiance vis-à-vis des Chinois, mais pour faire savoir à la communauté internationale aujourd'hui qu'on doit compter avec la Chine, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie. Et le message est particulièrement adressé aux États-Unis quand on observe le contexte de guerre commerciale qui s'affiche très clairement entre les deux acteurs. Alors, dans son discours, il y a le leader chinois a déclaré, je cite, « La reconnaissance de la nation chinoise est inarrêtable et la noble cause de la paix et du développement de l'humanité triomphera », a-t-il rassuré. Alors, à moi de vous demander, qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette déclaration et cette déclaration cacherait-elle des sous-entendus? Cette déclaration vient mettre en évidence ce que nous vivons et que nous ne voulons pas reconnaître, sur lequel nous étions en train d'échanger tout à l'heure. Ce qui se passe en Ukraine est clair. On a d'un côté la Chine qui observe le jeu et de l'autre côté... Et qui ne veut pas se mouiller? Non, pas qui ne veut pas se mouiller. De l'autre côté, les États-Unis, Donald Trump particulièrement, qui est dans un dilemme. Il soutient la Russie pour demain demander ou espérer le soutien de la Russie dans la guerre commerciale terrible qu'il se prépare à lancer contre la Chine. Parce que justement, ce qui se joue dans le monde aujourd'hui, c'est la guerre commerciale qui aura lieu, qui a déjà commencé entre les deux plus grandes puissances du monde. L'Ukraine n'est que l'un des terrains de jeu de cette guerre commerciale. Et en Ukraine, il s'agit pour Donald Trump de tout faire pour que pendant la guerre déclarée ouvertement entre la Chine et les États-Unis, que la Russie ne prenne pas automatiquement le parti de la Chine. D'où les démarches pour ménager la Chine dans la guerre en Ukraine. De son côté, quand la Chine fait cette sortie et réaffirme de façon autoritaire qu'elle est prête à mener cette guerre commerciale à laquelle les États-Unis l'invitent instamment, promptement et à chaque occasion. Donc, il faut voir dans tout ce qui se passe, malheureusement, un retour timide, un retour vers ce qu'on appelait il y a quelques années la guerre froide, dans un monde qui est divisé entre deux grands blocs et les autres, les Européens compris, n'auront pas d'autre choix que de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, parce que la neutralité vous impose à l'invisibilité. Et donc, je pense que la Chine a montré les muscles, les États-Unis savent désormais à quoi s'en tenir, et j'ai le sentiment, pour rester sur la guerre en Ukraine, que Trump va, sur la pression de l'Europe,
donner le sentiment de menacer, mais il est conscient aujourd'hui que sa marge de manœuvre est désormais réduite, qu'il ne peut pas se permettre de menacer ouvertement la Russie, Poutine, en sachant très bien qu'il y a des alliés derrière, la Chine, subsidiairement la Corée du Nord, qui n'attendent que l'occasion peut-être pour reprendre le leadership mondial. Alors, nous avons constaté que lors de cette grande parade militaire, la Chine a invité ses alliés, c'est-à-dire ses alliés sûrs, la Russie et la Corée du Nord. Et très rapidement, les gens ont parlé de l'axe de l'autocratie face à l'Occident. Alors, à moi de vous demander, lorsqu'on a vu ces trois dirigeants, Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-un, est-ce que l'Occident devrait avoir peur de cet axe-là? Est-ce que l'Occident devrait avoir peur? Certainement. Quand je parle de l'Occident, je mets les États-Unis dedans. Hein. Oui, je pense que c'est aujourd'hui la manière dont le monde est en train de se constituer. Il est mieux de s'affirmer en étant dans un bloc, et c'est ce que l'on observe. C'est l'un des messages que la Chine a voulu adresser aux États-Unis pour dire que, bien, tu fais la guerre contre moi, la guerre commerciale, je ne suis pas seul. Je suis avec et la Russie et je suis avec et la Corée du Nord. Maintenant, est-ce que ce message est bien reçu du côté des États-Unis d'Amérique? Certainement, parce que il y a quelque chose qui rapproche ces trois dirigeants. C'est leur manière de penser le monde, leur vision du monde qui n'est pas forcément la même que celle de Donald Trump. Donald Trump, il est là pour un mandat de 4 ans. Et alors que les autres sont là à vitam aeternam. Il est là pour un mandat de 4 ans et d'ici là, le leadership va changer encore à la tête des États-Unis. C'est sa personne qui influence davantage aujourd'hui sur la relation particulière que les États-Unis entretiennent avec le reste du monde, avec la Russie, notamment dans ce contexte, parce qu'on a vu sous la présidence Joe Biden, c'était quelque chose de très différent. Et quand Donald Trump va partir maintenant, on ne sait pas ce qui va attendre et ce qui va arriver plus tôt. Et puis, il lui reste pratiquement peu de temps pour mettre en œuvre techniquement tout ce qu'il a à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, le message est clair, la Chine n'est pas seule, la Chine a des alliés. Maintenant, il ne faut pas se tromper forcément sur le fait qu'aujourd'hui, la Russie et les États-Unis font ami-ami et que cet ami-ami va aller très, 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 très loin. Non, ils sont conscients du fait que ce sont deux acteurs majeurs qui constituent les fondations de la paix et de la sécurité internationale dans le monde. Et ils savent jusqu'où aller de part et d'autre. Maintenant, ce qu'on observe, le rapprochement aujourd'hui, ce n'est que le reflet de la personnalité des deux leaders qui semblent se rapprocher davantage. Alors dites-nous un peu, est-ce que c'est à tort ou à raison qu'on appelle aujourd'hui l'armée chinoise une armée en devenir? Une armée en devenir? Je ne sais pas à quoi le thème renvoie, je ne suis pas spécialiste des questions. Peut-être parce qu'ils ont peur de dire que ce serait peut-être la première armée du monde, on ne sait jamais, hein, parce que... Oui, j'allais dire, je ne suis pas spécialiste des questions militaires, mais il est évident aujourd'hui que l'armée chinoise est l'une des plus puissantes, peut-être la plus puissante armée au monde. Et heureusement, on a en face quelqu'un, Donald Trump, dont je suis en phase avec l'attitude. Donald Trump n'est pas, à proprement parler, un belliqueux. Donald Trump, c'est un homme d'affaires dans l'âme. Donald Trump, c'est quelqu'un qui a besoin de la paix dans le monde pour pouvoir faire ses affaires, lui, pendant que les autres sont dans une démarche hégémonique. D'ailleurs, j'aime à dire, comme certains observateurs, qu'on a aujourd'hui un monde divisé en deux parties. Le monde des hommes forts contre le monde des fortes institutions. Le monde des hommes forts est incarné par la Chine, la Russie, la Corée du Nord et tout ce qu'on veut. Le monde des fortes institutions, le leader de ce monde-là, c'est Donald Trump. Donald Trump partira par exemple, mais il y a des institutions assez fortes aux États-Unis pour continuer à mener le combat d'un monde dans lequel on a besoin de paix pour continuer à faire des affaires. Et donc, que la Chine soit une puissance militaire, c'est un fait.
Mais aujourd'hui, est-ce que le monde a encore besoin que des armées de cette dimension-là s'affrontent? Surtout que tout le monde est aujourd'hui désormais presque d'accord sur un fait. La prochaine guerre mondiale, si elle arrive, sera la dernière guerre mondiale parce qu'il y a suffisamment d'armes atomiques dans le monde aujourd'hui et suffisamment de tout pour que cette guerre puisse laisser une trace humaine sur la vie. Donc, je serais plutôt du côté des fortes institutions qui travaillent pour avoir un monde dans lequel des hommes puissent faire leurs affaires en toute quiétude, comme ce que Donald Trump propose. Alors, certains estiment que l'armée chinoise ne serait pas la première armée du monde, que c'est d'ailleurs une illusion, parce que depuis 40 ans, voilà une armée qui n'a pas combattu, à la différence, par exemple, de l'armée américaine qu'on a vue au charbon au niveau de l'Afghanistan, et aussi un peu, certains estiment aussi que l'armée française également qu'on a vue au niveau du Sahel en Afrique. Oui, il faut... Je ne suis pas non plus un expert militaire, mais regardant les choses avec pure logique, je pense que l'expérience acquise sur le terrain est un élément très important pour déterminer la qualité de l'armée. Ce n'est pas seulement l'armement, la fabrication de l'armement, ainsi de suite, qui définissent là. Et aujourd'hui, quelque chose est clair, l'évolution technologique, surtout dans l'industrie de l'armement au niveau de la Chine, a nettement évolué. Même on dit que la marine chinoise dépasse aujourd'hui la marine américaine. Quelqu'un te dira qu'il y a la qualité et la quantité. Hein. Oui. La Chine, c'est la quantité. Hein. Justement, donc je ne veux pas aller dans ce débat, mais en termes d'expérience d'opération sur le terrain, je crois que les États-Unis sont nettement avancés aujourd'hui. La Russie également bien en avant, la France aussi, hein, je crois. Et donc, on ne pourrait pas affirmer aujourd'hui avec certitude que l'armée chinoise est la première aujourd'hui au monde. En termes d'effectifs, oui, il n'y a pas de doute à cela. Mais en termes de qualité, en termes d'expérience sur le terrain, et même en termes de qualité de certains équipements, oui, en termes de missiles anti-balistiques intercontinentaux, oui, la Chine a progresser suffisamment en termes de drones. Les drones aujourd'hui, c'est la nouvelle guerre qui se mène. La Chine s'est suffisamment mise au point, mais pour ce qui est d'autres armements très sophistiqués, je pense que la Chine est en train d'évoluer et ça ne va pas tarder à arriver. Maintenant, c'est l'expérience concrète qu'il faut et c'est ça qui permet de mesurer davantage la valeur de l'armée. Et c'est ce que l'on observe aujourd'hui au niveau de la Corée du Nord. On a dit que mais le théâtre ukrainien est une occasion pour la Corée du Nord d'acquérir de l'expérience. Donc, je pense que on ne peut pas affirmer clairement aujourd'hui que la Chine est la première armée du monde. Voilà, chers amis internautes, hein, c'est avec cette intervention de Martial Akwete que nous mettons en terme à notre émission Le Monde en 52 minutes de ce lundi. Nous sommes allés au Cameroun, en Russie, et nous avons terminé par la Chine. On aurait bien pu aborder les États-Unis, mais le temps imparti nous a pris au collet. Merci à toi, Yann Collins. Hein. Un plaisir. Merci à toi, Martial. Merci. Retrouvons-nous le lundi prochain pour décrypter d'autres actualités. Ça se passe tous les lundis après-midi sur ESAE Télévision, la télévision de l'excellence.